Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Où va le parti Les Républicains? C'est la question que l'on va se poser aujourd'hui, maintenant que le principal parti d'opposition de la droite a désigné son chef, Laurent Wauquiez. Va-t-il pouvoir renaître de ses cendres post-électorales? Quelle sera la ligne politique des Républicains? Comment gérer les dissensions entre les libéraux et les conservateurs? Comment résister à la tentation de l'extrême droite? Pour en parler, j'accueille sur ce plateau 4 responsables politiques, les Républicains de Poitou-Charentes. Armel Cassin, bonjour. Vous êtes conseiller régional d'opposition et délégué de votre parti sur la 3e circonscription des Deux-Sèvres. Jean-Hubert Lelièvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller départemental de Cognac et secrétaire départemental Les Républicains de Charente. Enguerrand Delannoy, bonjour. Vous êtes maire de Saint-Pierre-de-Maillé et délégué Les Républicains de la 3e circonscription de la Vienne. Et puis David Labiche, bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Châtelaillon, secrétaire départemental adjoint de Charente-Maritime et délégué de la 2e circonscription du département. Alors, mesdames et messieurs, l'an dernier, lors des dernières législatives, sur 15 circonscriptions en Poitou-Charentes, seulement 7 candidats, les Républicains et une candidate UDI étaient qualifiés pour le second tour. Et au final, il n'y a eu qu'un seul élu, les Républicains, à savoir Didier Quentin, dans la 5e circonscription de Charente-Maritime. Comment se remet-on d'une telle débâcle électorale? On s'en remet simplement. Et il y a une remarque que je voudrais faire, c'est que je ne sais pas si on a trouvé notre phénix, mais en tout cas, moi, je ne sens pas les cendres au niveau des Républicains. Vous avez dit comment est-ce qu'on va renaître de nos cendres? Pour le moment, on n'est pas mort, au contraire. Et comment on se remet? C'est en ayant une période d'exaltation importante, parce qu'il faut vraiment qu'on reconstruise un corpus idéologique. Et le fait qu'autour de cette table, on soit là, c'est la preuve qu'il y a encore des talents, il y a une jeunesse, il y a une envie. Et donc là, faites-nous confiance, on est en train de travailler avec toutes les sensibilités de la droite républicaine pour reconstruire une alternative au mouvement présidentiel actuel. J'imagine que ça n'a pas été simple de se remettre de l'affaire Fillon, qui a quand même, on peut le dire, planté les Républicains lors de ces dernières élections. Si vous regardez l'histoire politique de la droite depuis 2002, l'affaire Fillon est certes dramatique, mais c'est un épiphénomène. Nous avons perdu 2 élections présidentielles et 2 élections législatives d'affilée. Nous passons de 400 parlementaires UMP de droite et du centre en 2002 à 100 députés, les Républicains de la droite et du centre, en 2017. Donc, il est apparu un rétrécissement politique et idéologique complet dont il faut absolument sortir. Il faut réinventer complètement le logiciel de la droite. Figurez-vous qu'en 2017, lors des élections présidentielles, on continuait à parler et à évoquer la réforme des 35 heures. C'est un problème qui a 25 ans. Donc la problématique du travail, qui est fondamentale, on le sait, devait être réfléchie et on devait faire des propositions sur ces questions de façon bien plus moderne, bien mieux réinventée qu'on ne l'a fait jusqu'ici. Donc c'est tout ce travail considérable qu'il faut mettre sur l'ouvrage. Très honnêtement, Armel Cassin, est-ce que vous avez, vous, par exemple, douté de l'avenir de votre propre formation politique au lendemain de ces législatives? Ça nous a perturbés, c'est certain, mais je n'ai jamais douté. Mes valeurs sont à droite et elles le resteront. Il est important de réfléchir quand on vit une défaite. Sans être dans le déni, bien sûr. Il faut accepter la défaite, j'imagine. Il faut l'accepter, la défaite, l'analyser, le pourquoi nous en sommes arrivés là. Et à partir de là, reconstruire, retravailler et reproposer. David Labiche, cette analyse, elle a été simple à faire? Simple, non, elle n'a pas pu être simple parce qu'on est frustré de cette défaite. Nous, en Charente-Maritime, on a la chance de garder Didier Quentin avec nous. Tous nos autres candidats, malheureux, ont fait des campagnes extraordinaires, puisque c'était des nouveaux pour la plupart. On l'a tout est triste aussi pour ces candidats, pour tous les militants qui ont travaillé avec eux, mais on n'a pas mis les 2 genoux à terre, donc on reconstruit. Aucun genou à terre, même vraiment pas de... Je m'adresse pour le coup à 3 autres. Est-ce que vous avez douté à un moment de la survie simplement politique de votre formation? Non, parce que ce qui se passe, c'est que le problème, c'est pas un problème, c'est que le système, avec ce scrutin majoritaire, fait que on peut se poser des questions. Mais quand on regarde le premier tour, on a quand même 24, 21, 20, 19,5. Ce qui veut dire que la survie, elle est pas remise en cause. Il y a un socle. Simplement, après, le jeu des institutions de la Ve République fait que le gagnant ramasse la mise un mois après. On ne s'attend pas un mois après à ce que les Français, justement, se dédisent. Et donc, aujourd'hui, on le voit sur les élections partielles qui arrivent les unes après les autres, et il va y en avoir 2.
extrêmement intéressantes, enfin 2 premiers tours extrêmement intéressants dimanche prochain, les choses sont en train de se remettre en place. Et le Parti socialiste, qu'on disait moribond, va garder sa circonscription dans le Lot-et-Garonne, et nous, on va en gagner 2 autres. Est-ce que vous avez tiré les leçons des divisions de l'an passé? Parce que c'est pas la première fois qu'il y a des divisions au sein de votre formation politique. Je vous rassure, il y en a dans d'autres formations politiques aussi. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui, en mars 2018, avoir tiré les leçons de ces divisions? Il y a 2 éléments. Il y a d'abord les questions programmatiques et il y a les questions de personnes. Bon, et bien souvent, les 2 vont de pair. Il y a une condition sine qua non, si vous voulez remporter les élections, c'est l'unité et, si possible, dans la diversité. Moi, je me souviens de 2 élections présidentielles qu'on a remportées de manière remarquable, qui avaient permis justement un rassemblement très large. La première, c'est celle de Jacques Chirac, qui rassemblait des personnalités aussi diverses qu'Alain Madelin, Alain Juppé et Philippe Séguin. Rien à voir. Alain Juppé et Philippe Séguin ont cohabité dans le même mouvement politique pendant des années. Donc, il est tout à fait possible de rassembler, même sur des lignes différentes. Mais il n'y avait pas d'Emmanuel Macron à cette époque-là. On va en parler bien sûr après, où ça vous a beaucoup gêné. Il y a eu cet événement mené parce que le système politique dans lequel on évoluait depuis trop longtemps était épuisé, probablement avec les mêmes personnalités depuis de trop longues années, sans être capable d'apporter un nouveau souffle. Donc Macron a saisi ça. Maintenant, je pense que des valeurs de droite, les valeurs de gauche, moi je ne crois pas que ce clivage est disparu. Alors, et donc, on va bien sûr en parler évidemment en Enguerrand de Lannoy, mais je parlais des divisions qui à droite ont plombé, hein, vous le savez bien, l'année 2017. Je vous pose cette question parce qu'on n'a pas l'impression, pour le moment, que 2018 va être vraiment différente. Laurent Wauquiez, après ses propos tenus devant des étudiants d'une école de commerce de Lyon, a provoqué, on le sait, plusieurs départs d'élus chez les Républicains. En Poitou-Charentes, Elisabeth Morin-Chartier, députée européenne, a décidé de quitter le parti le 21 février dernier. Elle dit ne pas se retrouver dans la spirale négative dans laquelle le parti s'engage. 2 heures avant, c'était Dominique Bussereau qui tweetait lui aussi son départ. Je vous propose de l'écouter. Il aurait dit, je m'excuse, j'ai fait l'imbécile, j'ai parlé trop vite, j'étais avec des jeunes, on a un peu chahuté. Très bien, c'était terminé. Mais là, j'assume et je vais continuer. Donc moi, dans ces conditions-là, je ne continue pas. Bien sûr, on a attendu la réaction de Jean-Pierre Raffarin, qui reste pour beaucoup, même d'entre vous, hein, malgré sa retraite élective, le patron réel de la droite picto-charentaise. C'était au micro d'Elisabeth Martichoux sur RTL le 28 février dernier. Ce bavardage populiste m'a choqué et donc j'ai soutenu Alain Juppé. Je dis bavardage populiste parce qu'au fond, c'est un amalgame entre des mots grossiers, des idées simplistes et puis des attaques personnelles. Donc j'appelle Laurent Wauquiez à plus de sagesse, plus de calme. Il a la culture qu'il devrait utiliser à son endroit plus facilement et d'une manière plus généreuse. Enguerrand de Lannoy, vous qui êtes juppéiste, avez-vous eu envie de partir des Républicains? Non, absolument pas. Pour je vais vous faire une confidence. Lors des dernières élections législatives, l'année dernière, on m'a proposé l'investiture En Marche. Et je l'ai refusé. Je l'ai refusé pour 2 raisons. D'abord parce que je suis fidèle à ma famille politique, fidèle aux valeurs qui sont celles de la droite et du centre, aux valeurs du travail, aux valeurs du mérite. Je suis pro-européen, attaché à la réforme économique et sociale. Et donc, je ne me voyais pas signer un chèque en blanc à La République En Marche pour un contour de programme politique qui était encore assez flou. Et dans famille politique, il y a 2 choses. Il y a les éléments politiques que je viens d'évoquer, les valeurs, et puis il y a aussi la dimension familiale. Ça fait par exemple 20 ans que je connais Jean-Hubert Lelièvre et qu'on fait de la politique ensemble. Eh bien, je ne me voyais pas me séparer de ces aventures humaines et territoriales que l'on mène depuis longtemps. Enfin, ça fait longtemps que vous connaissez Dominique Bussereau aussi, Jean-Pierre Raffarin. Bien sûr, mais figurez-vous que Dominique Bussereau, il rejoint le mouvement qu'a fondé Valérie Pécresse, Libre, qui, elle, naturellement, prône l'ouverture et le rassemblement. Donc je pense qu'on se rassemblera sur des valeurs que j'ai évoquées tout à l'heure. Il faut les travailler. Ne précipitons pas les questions de personne. Le premier chantier aujourd'hui auquel on doit s'attaquer, c'est la rénovation complète de notre logiciel. Et tous ceux, naturellement à droite et au centre, qui ont 1 ou 2 fois voté Emmanuel Macron l'année dernière, sont naturellement les bienvenus parce que leur famille politique, c'est chez nous. Armelle Cassin, quelle était votre réaction, vous? Laurent Wauquiez a certainement fait des erreurs de communication. On en est tous conscients. Bon. Mais il faut accepter les erreurs. Et en fait, en France, il y a un problème. Ce ne sont que des erreurs, c'est pas plus que ça. C'est pas un vrai glissement, enfin voilà, il n'y a pas une vraie agressivité, comme disait Jean-Pierre Raffarin, par rapport à des personnes de votre propre famille politique. Je ne pense pas. Je pense que c'est une erreur.
Et enfin, je le prends comme tel. Mais je pense également aussi, on a un problème en France, c'est qu'on pardonne tout à la gauche et rien à la droite. Qu'on laisse la droite travailler, qu'on laisse la droite proposer, et après, nous serons jugés sur les actes. David Labiche, vous êtes un vauquiésiste, tiré à boulet rouge comme ça sur Sarkozy, Juppé, Darmanin et Pécresse, c'est malin ou c'est une erreur, comme disait Armel Cassin? Oui, une erreur, oui, peut-être. Enfin, moi, je l'ai pas pris comme une erreur non plus. 9 points moins dans les sondages, quand même, c'est pas un très bon bilan. Il démarre, donc on est au départ de la reconstruction, on est au départ de voir avec les personnes, par exemple en Charente-Maritime, on va démarrer avec un comité départemental la semaine prochaine, on va voir les personnes qui vont rester, qui vont vouloir continuer à construire, c'est les personnes qui vont revenir vers nous. Est-ce que c'est un handicap pour justement construire, reconstruire quand on a un chef de parti qui part un peu dans tous les sens? Il y a peut-être eu une erreur comme on l'a pu l'entendre, mais tout le monde fait des erreurs et après on se raccroche quand même à quelque chose. Il a gagné quand même à 75%. Une élection. Êtes-vous aussi magnanime? Moi, je sais pas une question d'être magnanime. C'est que j'ai l'impression que si, quand même. Si, vous êtes dur avec certaines autres personnes, c'est normal. Mais on n'est pas magnanime. Mais là, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Je pense pas que la sortie de Laurent Wauquiez ait été volontaire ou qu'elle ait été volontairement médiatisée. Donc là-dessus, c'est des paroles qui ont été volées. Apparemment, les étudiants qui étaient là ont passé un bon moment parce qu'ils ont eu le droit à une parole libérée. Quand il dit que ce qu'il dit à la télé, c'est bullshit. Mais quand on dit... Comment on peut croire après qu'un homme politique, quand il dit que justement ce qu'il dit à la télé, en fait, c'est pas... Non, mais attendez, et vous le savez très bien, c'est comme quand vous vous retrouvez avec vos collègues journalistes, les propos que vous tenez par rapport aux invités qui sont les vôtres, c'est pas les propos que vous allez tenir vis-à-vis de nous quand on est là sur le plateau. Donc après, il a une langue qui est libre quand il est face à ses étudiants et qui part du principe qu'il y a 40 étudiants qui sont là et que rien ne va sortir. En principe, c'est ce qui... naïf quand même. C'est pas une question d'être naïf, d'accord, mais dans ce cas-là, quand on donne un cours... Et quand on veut dire des choses, il faut qu'on puisse dire des choses. Et quand on parle justement de la violence des propos et des conséquences qu'il y a eu, croyez-moi, dans notre famille politique, de la violence dans les propos, qu'il y en a eu beaucoup plus au moment de l'affaire Copé-Fillon, où là, Fillon était parti, avait monté un groupe à côté. Donc aujourd'hui... Laurent Wauquiez, il a une parole. Vous êtes en train de dire finalement qu'il y a une sorte de tradition de la violence verbale au sein des Républicains. Mais non, mais c'est pas chez les Républicains. C'est la politique, elle est faite de haut, elle est faite de bas, elle est faite de modération, mais elle est également faite de choses. Et je pense que justement le fil de clair, les Français nous ont clairement dit qu'ils n'en voulaient plus et qu'ils voulaient une parole qui se libère. Et donc là, on a des leaders qui ont une parole qui se libère, et ça n'empêche pas Laurent Wauquiez d'être extrêmement précis sur les possibilités qu'il veut pour la France et également l'endroit où il veut aller. Est-ce que le vrai débat interne au sein des Républicains se situe entre les libéraux séduits par les macronistes et les conservateurs qui, comme Thierry Mariani, sont plutôt séduits par le Front National? Est-ce que c'est ça aujourd'hui la ligne de fracture qui peut exister dans le sein des Républicains? Allez, Enguerrand Delannoy. Non, je ne pense pas. D'abord parce qu'il y a plusieurs traditions politiques à droite. René Raymond, dans les trois droites, avait évoqué les orléanistes, les gissimistes. Donc il y a des libéraux, il y a des conservateurs. Certains ont une sensibilité sociale, d'autres ont une sensibilité... Est-ce que ça marche encore que tout ce petit monde soit dans la même famille politique? C'est ça la question aujourd'hui. Bien sûr. Le rassemblement politique, c'est la base de toute aventure et de toute volonté politique. On ne peut pas être élu si on se retrouve dans son petit coin avec trois grognards. Bon. Donc le sujet, c'est toujours l'ouverture, c'est de concilier les positions et de trouver des points d'équilibre qui permettent de non seulement rassembler une majorité de Français, mais ensuite d'impulser une dynamique pour pouvoir réformer. Donc l'un des sujets auxquels on est confrontés d'ailleurs, nous, c'est de construire pour 2022, mais avant cela, pour les élections européennes et pour les élections municipales, non seulement des projets qui soient en mesure de rassembler les Français, mais qui soient aussi en mesure de gouverner correctement les territoires. On va bien sûr parler justement de l'angle d'attaque au niveau du fond. Mais je parlais de Thierry Mariani. Il y a quelques mois, Laurent Wauquiez avait demandé l'exclusion des pro-Macron. Silence radio, pour le coup, concernant Thierry Mariani. C'est pas vrai. C'est quoi, deux poids, deux mesures? Non, c'est pas le poids de mesure. C'est que dans notre famille politique, il y a également une possibilité de pouvoir dire ce qu'on pense. Et là, tout de suite, tout le monde s'est jeté. On a vu les tweets de Boyer et autres pour dire « Oh, vous avez vu, on a renvoyé... » Non. Là, Mariani, déjà, il ne fait pas partie de nos dirigeants. Mariani, il a pris une position. Il a parlé. Ancien ministre, ancien député, oui, c'est quand même votre famille politique. Mais c'est la famille politique. J'entends bien, mais en fait, il est quand même est-ce que LR. Il a soumis une idée? Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il y a eu des faits concrets par rapport à ça? Non. Par contre, s'il le fait, sur le modèle de ce qu'a fait justement Gérald Darmanin ou ce qu'ont fait d'autres, c'est-à-dire de rejoindre La République En Marche, là, pour le coup, il y aura exclusion. Si jamais, justement, demain, Mariani monte une liste ou se présente avec l'étiquette, il veut se présenter avec l'étiquette LRFN, là, il sera exclu. Point.
David Labiche? Je suis d'accord. Bien sûr. Il n'y a pas de poids de mesure. Ah ben non, pas du tout. Il n'y a aucun fait, aucun acte. La parole est ouverte, tout le monde a le droit à la parole. Lorsqu'on entend certaines personnes, toutes les positions sont bonnes à prendre. À un moment donné, lorsqu'il y a un acte concret, là oui, les actes de M. Darmanin, de M. Le Maire, etc. Bon, ben, eux, ils ont fait le pas, ils ont franchi un pas. M. Mariani, aujourd'hui, n'a franchi aucun pas. Il a soumis son idée. Et puis il a pris quand même une violente volée de bois vert de la part de tous les caciques du mouvement. Point. Alors, oui. Il y a une ligne rouge, c'est simple, qui est celle pas d'accord avec le Front National. Point. C'est absolument simple, c'est une ligne rouge qui a été définie par tout le monde. Donc on se tient à cela, et maintenant c'est à nous de travailler pour faire des propositions extrêmement construites sur tous les sujets qui touchent aux régaliens, à l'immigration, et pour ça, on n'a pas besoin d'accords d'appareil qui ne représentent rien. Allez, on parle du fond. Il semblerait que l'angle d'attaque de la droite vis-à-vis du gouvernement se fasse en ce moment par le prisme de la défense de la ruralité. Illustration, avec la fronde contre la limitation de vitesse à 80 km/h orchestrée fronde en partie par les élus ruraux. Je vous propose d'écouter d'abord le point de vue du député En Marche d'Angoulême, Thomas Mesnier, favorable à cette limitation de vitesse. J'ai exercé en SAMU, j'ai dû venir sur des accidents, m'occuper de gens gravement blessés. Et c'est en ce sens que je pense qu'il est excessivement important d'agir, de se donner les moyens de faire mieux. Et moi je pense que perdre 3 minutes dans une journée, ça vaut le coup pour sauver chaque jour en France une vie. Et avant d'en parler ensemble, réponse tout de suite de l'un des plus farouches opposants à cette limitation à 80 km/h, Alain Fouché, le sénateur Les Républicains de la Vienne, était l'invité du 12-13 lundi dernier. La bonne méthode, c'est de mettre l'argent sur les routes secondaires pour sauvegarder la sécurité, parce qu'on va désertifier les campagnes, en ce sens que les entreprises vont plus venir s'installer sur les routes secondaires, elles vont aller sur les routes principales. La bonne méthode, c'est de faire de la formation. La bonne méthode, c'est pas ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire, c'est du fric, du racket, du racket, du racket. C'est vraiment un problème essentiel pour la vie de ce pays, cette limitation à 80 km/h. Armelle Cassin, on va laisser parler un tout petit peu Armelle Cassin. Mais on se rend compte qu'on a un président parisien qui n'est pas du tout conscient de ce qui se passe dans nos territoires. On roule correctement, le taux d'accident n'est pas supérieur à ce que l'on pourrait penser. Il faut véritablement écouter les gens sur les territoires. Cette mesure est faite uniquement pour pouvoir nous taxer encore et encore, et comment empêcher les gens de travailler réellement et d'aller à leur travail. Il y a une méconnaissance du territoire rural qui est absolument très inquiétante chez notre président. David Labiche. Je peux en parler assez facilement puisque j'ai mon épouse qui est monitrice auto-école, elle a son auto-école, et on en parle donc régulièrement. Et je rejoins ce que disait le sénateur. C'est pas possible de faire de limiter, d'avoir une mesurette. C'est vraiment une mesurette, et de dire voilà, il y a 90 km, on va passer à 80. Non, c'est pas possible. Il y a la formation, une formation continue. C'est à la base. C'est à la base qu'il faut aller chercher, c'est de former les jeunes, former les plus anciens également. Donc c'est une formation continue qui arrivera à contrôler, à limiter les accidents, etc. Mais faire de limiter à 80, on ne réglera pas un problème sur tout le territoire. Est-ce que néanmoins vous comprenez l'argument de l'urgentiste d'ailleurs, Thomas Mesnier, qui dit bah voilà, ça peut malgré tout sauver des vies, et 3 minutes de plus ou de moins dans la journée, c'est pas non plus ce qui va changer les choses. Il y a eu des études de fait. Enguerrand de la Noix. Naturellement, mais ne nous y trompons pas, cette affaire de 80 km/h sur les routes secondaires, je suis évidemment d'accord avec Alain Fouché qui a parfaitement résumé la situation, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais vous, on vous en parle dans vos circonscriptions, dans vos villes. La difficulté, c'est pas tant. Les 80 km/h, c'est une mesure qui s'ajoute après de nombreuses autres. La difficulté, c'est que les territoires ruraux, de manière générale, ne sont pas accompagnés, ne sont pas aidés, parce qu'il y a tout un environnement normatif et bureaucratique dans ce pays qui étouffe et qui empêche les territoires de créer, de se libérer, de mener des projets. Bon. Et donc les 80 km/h, c'est en fait l'étincelle qui montre le ras-le-bol. Mais Fillon avait bien raison pendant la campagne présidentielle quand il dénonçait la bureaucratie qui empêchait absolument, encore une fois, de créer, d'avoir des initiatives. Nous, on le voit bien, il y a ici des élus autour de cette table, on est tous élus, les difficultés que l'on a à monter des projets. Moi, je suis maire d'une commune rurale, Saint-Pierre-de-Maillet, 900 habitants, c'est un enfer normatif. Et c'est ce à quoi ne s'attaque pas le gouvernement. Donc c'est là le vrai sujet. Libérer les énergies, libérer les territoires de manière à ce qu'ils puissent se développer correctement. Jean-Hubert Lelièvre, la ruralité, la défense de la ruralité, c'est vraiment le point d'angle de l'opposition
opposition frontale au Mais gouvernement disons que pour vous? c'est pas le plan le Parce qu'on point parle de central. 80 km/h, mais il y a aussi les fermetures Oui, mais il y a plein de classes, choses. C'est une conséquence. C'est le une conséquence. ferroviaire. C'est qu'on aimerait ne pas avoir cet angle d'attaque. Malheureusement, on est contraint d'avoir cet angle d'attaque quand on voit la politique qui est menée par le gouvernement. Et aujourd'hui, cette règle des 80 km/h, c'est également une marque de défiance vis-à-vis des élus départementaux et des services départementaux qui font un travail remarquable pour sécuriser nos routes. Et c'est également refuser la réalité. La réalité, c'est que les accidents sont avant tout liés à des pratiques, à des consommations de stupéfiants ou d'alcool. Et c'est là le vrai problème. Donc là-dessus, il y a peut-être une tolérance zéro à avoir. Mais en tout cas, ces 80 km/h, c'est nier aux conseillers départementaux, nier à nos territoires la capacité et l'intelligence d'aménager leurs propres routes. Dernier mot là-dessus, c'est avec Enguerrand de Lannoy. Une autre mesure qui est révélatrice, ils ont décidé, où il y a un projet pour encadrer le bénévolat dans les associations, tout ça est absurde. Alors on voit que certains, notamment le créateur du Puy du Fou, hurlent c'est grand Dieu parce que c'est une machine extraordinaire qu'on va là empêcher de fonctionner. Pompidou disait déjà il y a 40 ans, il y a 50 ans, arrêtez d'emmerder les Français. Macron n'a toujours pas compris. Donc vous dites le leitmotiv, c'est visiblement que de dire que Macron est le président des grandes villes qui défavorise les campagnes. C'est ce qu'on a entendu de la part d'Armel Cassin. Laurent Wauquiez a même déclaré que le président de la République était animé d'une haine de la province. Est-ce que ce n'est pas un peu caricatural? Alors la haine de la province, moi je pense que la volonté c'est de marquer, c'est parce qu'on est dans une société politique, médiatique, et donc là il faut des mots qui marquent. Donc peut-être qu'il va trop loin. Mais je pense qu'il y a également d'autres sujets sur lesquels moi je me retrouve en opposition frontale avec le président de la République. C'est sur le sujet de la justice. Quand on voit qu'aujourd'hui dans son projet, les peines de prison qui sont entre 0 et 5 ans, et quand on est condamné à 5 ans de prison, c'est qu'on a fait quelque chose de grave, ne devront plus être effectués que pour les 2 tiers. Et que le dernier tiers, justement, ce sera le bracelet électronique ou l'obligation d'aller signer dans un commissariat. Moi, ça me choque. Et qu'en plus, on rajoute à cette règle le fait que quand un juge impose le fait qu'on soit emprisonné pendant 5 ans, il faut qu'il explique pourquoi est-ce qu'il veut obliger. Donc, cette logique, c'est pas la mienne. Moi, je suis pour les peines planchées. Je suis également pour des sujets qui sont plus forts. Et comme l'a dit Enguerrand, comme tous les gens sur cette table, sur le régalien, on s'y retrouve pas. Simplement, aujourd'hui, on regarde tout à travers un prisme économique. Et le fait est que c'est plus suffisant sur l'économie. Les idées libérales ont vaincu, tant mieux. Mais maintenant, il y a d'autres sujets sur lesquels il faut qu'on soit présent. Je parlais simplement des fermetures de classes en milieu rural, 250 environ quand on fait le solde des fermetures et des ouvertures. Pourtant, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, assure que le nombre de fermetures d'écoles est plus bas que celui des années précédentes. Alors, l'éducation, on pourrait en parler. Il n'est pas possible de fermer des classes en milieu rural, alors même qu'il y a une attente de la part de nos concitoyens et qu'on a un besoin de formation qui est considérable. Sauf qu'il y a moins de population en milieu rural. Mais peut-être, mais c'est vrai, c'est un effort à faire à l'endroit de nos populations rurales et il est important de le maintenir. Mais de façon plus générale, regardez, s'il y a un sujet sur lequel Emmanuel Macron, qui pourtant est inspecteur des finances, dont il ne s'occupe pas, c'est l'équilibre global des finances publiques. Qu'est-ce qui se passe? En ne faisant aucun effort sur la dépense publique, nous maintenons des déficits à un niveau très élevé, une dette à un niveau très élevé, moyennant quoi, pour combler les trous, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente la CSG. Ce qui est économiquement une erreur, la CSG sur les retraités. Ce qui est économiquement une erreur, et ce qui en plus politiquement est une seconde erreur, parce que tous les gens qui ont cotisé pendant toute leur vie de travail, eh bien, se voient ponctionner. Et comme par hasard, naturellement, ce sont ceux qui ont les plus petites retraites qui subissent cette augmentation de la CSG. On aurait pu, s'il avait augmenté la TVA, ce qui était bien plus intelligent, faire financer de surcroît la protection sociale par les importations. Donc c'était économiquement beaucoup plus malin. Là, c'est une véritable erreur. Pourquoi? Parce qu'il ne s'attaque pas au gros sujet qui consiste à diminuer les déficits. On a l'impression pour autant qu'il n'y a pas forcément encore de prise au niveau de la population. Je remarque que Jean-Michel Blanquer est en Charente-Maritime. Il n'y a pas eu de manifestation à son arrivée en Charente-Maritime. David Labiche, vous qui êtes élu de ce département, vous voyez, il n'y a pas encore de prise, on a l'impression. Non, parce qu'on est sur un ministre qui aujourd'hui fait un petit peu consensus quand même, tout de même, hein, même si voilà, Blanquer, on sait d'où il vient, on sait ce qu'il propose. Est-ce que c'est un ministre de droite finalement? En tout cas, les propositions qui sont les siennes ressemblent beaucoup à celles qu'on pourrait faire si on était à sa place. Y compris au niveau du ministère de l'économie, non? Mais ça, on l'a dit. C'est pas ça qui...
pose problème pour les Non. Républicains qu'en Non. fait que Emmanuel Macron il vous en a pris et que ça fonctionne. Enfin pour le moment en tout cas il fait ce qu'il a et les Français pour le moment en tout cas leur disent bah oui continuons. Comme vous dites, ouais, on est au début de tout le monde est dans l'attente. Ce que chacun enfin les élus aujourd'hui qui nous accompagnent ou qui nous ont accompagnés jusqu'à maintenant et qui cherchent encore à nous accompagner sont beaucoup dans l'attente parce qu'ils veulent voir ce qui va être mis en place, etc. Mais on attend. Faut pas oublier que ça fait quand même un peu plus d'1 an maintenant qu'il a été élu. Donc, on entend sur les retraites. Là, le compte n'y est pas. Sur les prisons également, le fait qu'ils nous annoncent que c'est pas normal que les prisonniers ne puissent pas voter. Et c'est pas normal que les prisonniers n'aient pas de téléphone portable. Sur les peines planchées, pareil, le compte n'y est pas. Donc il y a tout un tas de sujets sociétaux sur lesquels, justement, Emmanuel Macron est en opposition directe. Pareil, vous dites sur l'économie. Mais sur l'économie, quand on regarde les programmes qui étaient portés par Fillon ou par Juppé, c'était 100 milliards d'économies. C'était 45 milliards de charges sur les entreprises en moins. Aujourd'hui, on a quoi? On a des taxes qui se sont augmentées les unes par rapport aux autres, que ce soit sur le gasoil, que ce soit sur le tabac, que ce soit également sur d'autres éléments tels que l'essence, oui, ça je l'ai dit. Et après, il y a 4,5 milliards d'impôts en augmentation. Donc là, c'est pas un problème de droit. Armel Cassin, quel est selon vous le meilleur angle d'attaque aujourd'hui contre le gouvernement, contre la politique du gouvernement pour vous? Sur quoi aujourd'hui vous aimeriez travailler par rapport à votre opposition, votre rôle d'opposant? Eh bien, dénoncer les mesures qui ne nous correspondent pas. Il est vrai que le pouvoir d'achat des Français est en train de diminuer de façon catastrophique. Aujourd'hui, la dette publique n'est pas du tout le sujet du gouvernement de M. Macron. Nous ne nous en sortirons pas en France si nous ne diminuons pas la dette publique. Il n'y a pas de solution. Un dernier mot, s'il vous plaît, sur Olivier Faure, qui vient d'être désigné, élu. En tout cas, il va l'être officiellement bientôt à la tête du Parti Socialiste. Qu'est-ce que cette élection vous inspire en 30 secondes? C'est votre nouvel adversaire, c'est le chant du cygne. David Labiche. Ils repartent, ils vont peut-être ils vont renaître aussi à leur tour de naître ou de renaître. On a remporté 2 élections législatives partielles dans le Val d'Oise et dans le territoire de Belfort. Donc moi, je m'appuie là-dessus pour que demain, on reconstruise les Républicains, un mouvement politique ouvert qui rassemble et qui nous permettra de remporter les élections. Les rendez-vous sont pris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous 4 d'avoir accepté notre invitation pour revoir ce numéro de Dimanche en politique. Eh bien, retrouvez-nous sur notre site internet. Thème alors de la prochaine émission: où va le Parti Socialiste, histoire qu'il n'y ait pas de jaloux. Tout de suite, le journal de la mi-journée présenté par Marie-Noëlle Missu. D'excellentes journées à toutes et à tous. À dimanche prochain.